Bienvenue dans ce point économique hebdomadaire pour le Courrier des stratèges. Aujourd'hui, je vais vous évoquer deux sujets fondamentaux, essentiels, qui sont en réalité un seul et même sujet. C'est la question de l'inflation et la question des taux d'intérêt et des monnaies. Alors, on y va. Je commence par vous parler de l'inflation. Premier point sur l'inflation, vous avez sans doute vu que en Europe comme aux États-Unis, l'inflation est globalement en position d'augmentation moins rapide, de ralentissement et peut-être de mouvement vers un point à 2%. Le point d'inflation à 2%, enfin l'objectif d'inflation à 2%, est l'objectif officiel de la Réserve fédérale aux États-Unis, mais aussi de la BCE. Ce point est inscrit dans les traités européens. Donc les banques centrales, les autorités monétaires centrales doivent dans chacune de ces entités, on va dire ça comme ça, s'organiser, mettre en place une politique monétaire qui est évidemment déterminante pour le reste du monde, politique monétaire qui vise à maintenir l'inflation autour d'un objectif de 2%. Cet objectif a été largement franchi dans la foulée du Covid, avec notamment une politique d'hélicoptère money lancée par Joe Biden aux États-Unis dès son arrivée au pouvoir. Vous savez que Joe Biden avait déversé un chèque de pratiquement 1800 € sur 80% des Américains, 1800 € par personne, 1800 dollars pardon, par personne. Ce chèque a permis un rebond de la consommation à un moment où les chaînes logistiques étaient fragilisées. Vous vous souvenez tous que de ces files de bateaux devant les ports américains qui attendaient parce qu'il n'y avait plus assez de monde pour décharger et donc il y avait un embouteillage logistique. Donc c'est cette politique d'hélicoptère money qui a été préconisée par la Modern Monetary Theory, j'y reviendrai tout à l'heure, qui a causé une explosion de l'inflation qui a contaminé l'Europe. Tout cela a été aggravé par la crise énergétique qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie et notamment les sanctions économiques imposées par les Européens aux Russes, la rupture d'approvisionnement en gaz russe, l'augmentation des prix de l'énergie qui a fini de développer un puissant mouvement d'inflation sur notre continent et aux États-Unis. Et cette inflation est aujourd'hui en situation de ralentissement et donc les marchés financiers parient sur l'obligation qu'auront prochainement les banques centrales de baisser leurs taux pour éviter une récession économique, notamment en Europe. La situation aujourd'hui, elle est celle-là. L'économie américaine est plutôt en voie de croissance. Il y a de bons chiffres de croissance aux États-Unis. Dans la zone euro, en revanche, la situation est beaucoup plus tendue. On parle de récession et donc beaucoup parient sur le fait que pour éviter une récession mondiale, sachant que la Chine elle-même a des difficultés économiques, pour éviter cette récession, les marchés parient sur le fait que les autorités monétaires vont baisser les taux avant 2025. Vous vous souvenez que la Réserve fédérale avait annoncé qu'elle ne baisserait pas ses taux avant 2025. Beaucoup parient sur de premières baisses de taux aux États-Unis en 2024. Ça suscite un engouement, ça suscite l'idée qu'il va y avoir de l'argent facile à nouveau et donc une reprise économique. Et tout le monde parie, spécule sur le fait que les bourses vont reprendre après un automne difficile et un été également difficile. Il est assez intéressant, et il faut que vous le sachiez, de voir que, et aux États-Unis, et surtout en Europe, les banquiers centraux alertent sur le fait qu'ils ne sont pas prêts de relâcher leur politique monétaire, et notamment leur politique de taux élevés. Christine Lagarde a produit un discours extrêmement carré sur le sujet, en expliquant que l'objectif d'une inflation à 2% n'était pas atteint, que l'inflation sous-jacente, comme on dit, c'est-à-dire l'inflation hors prix de l'énergie, continue à être à un niveau élevé et qu'il fallait donc continuer le combat en maintenant des taux élevés pour refroidir la machine économique et notamment la machine à produire de l'augmentation des prix de l'inflation sous-jacente. Ce qu'il faut retenir sur ce point, c'est qu'il y a un non-dit dans tous ces discours qui a été en revanche extrêmement dit à la rencontre de Chatham House,
c'était fin août, qui est la rencontre annuelle des banquiers centraux mondiaux, à cette occasion, et Christine Lagarde et la Fed, Jeremy Powell aux États-Unis, le président de la Fed, tous ces gens-là ont dit il y a un facteur qui nous inquiète en matière d'inflation pour les 10 années à venir, c'est la transition écologique. En quoi cette transition écologique inquiète-t-elle les banquiers centraux? Eh bien, c'est très simple, vous le voyez vous-même, on vous dit il faut arrêter d'acheter des voitures à moteur thermique, il faut acheter maintenant des voitures électriques. Sauf que la voiture électrique coûte beaucoup plus cher que la voiture thermique. Si je regarde moi ma pauvre petite expérience, j'ai acheté, vous le savez, une DS3, vous le savez ou pas, mais j'ai acheté une DS3 en 2011, je crois, elle coûtait 21 000 euros, c'était pourtant l'un des plus gros modèles, l'un des modèles les mieux motorisés de la DS3 Citroën. Quand j'ai voulu racheter une nouvelle DS3 il y a 2 ou 3 ans, je me suis rendu compte que les prix étaient passés entre 35 et 40 000 euros pour des modèles hybrides ou des modèles électriques. Ça signifie quoi? Ça signifie que le prix d'une voiture électrique est à peu près le double de celui d'une voiture thermique pour des performances qui sont quand même moins sympas pour ceux qui aiment un peu la vitesse sur les routes. Et donc, même si c'est interdit, on le redit, c'est pas bien, mais enfin, si on devait ne pas pratiquer les plaisirs interdits, on deviendrait tous des amiches. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la transition énergétique, ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire dans la pratique l'imposition d'un nouveau modèle de consommation avec des produits électriques plutôt que des produits qui fonctionnent à base de pétrole, eh bien, cette transition-là, elle va coûter très cher, elle va conduire à un doublement des prix dans la vie quotidienne. Et pour l'instant, tout cela est financé par des subventions de l'État, mais quand on voit le niveau d'endettement des États, on sent bien qu'il va y avoir un problème pour éternellement subventionner la transition énergétique. Et donc nous sommes dans cette difficulté où les banques centrales disent, eh bien, si les États continuent à vouloir respecter leurs engagements en matière d'écologie, ils sont condamnés à fabriquer de l'inflation et donc ce n'est surtout pas le moment de relâcher la pression. Sachant qu'il y a un autre calcul évidemment derrière, c'est que tous les prêteurs, les créanciers, c'est-à-dire les gens qui d'une façon ou d'une autre ont de l'épargne en banque, eh bien ils ne sont pas prêts de laisser passer l'opportunité d'achat écologique contre un prix élevé pour s'enrichir. Ils savent tous que les acheteurs de produits écologiques, de pompes à chaleur, de voitures électriques, de tout un tas de produits de rénovation de votre logement pour, paraît-il, l'isoler thermiquement. Toutes ces opérations vont être obligatoires, elles vont obliger les acheteurs à emprunter et donc c'est le moment de les racketter en faisant monter les taux pour enrichir les créanciers et enrichir les banques. Donc évidemment que tout cela n'est pas prêt de s'arrêter, mes amis, je suis désolé de vous le dire. Les banques centrales donc le savent, elles savent qu'il va y avoir une contrainte financière si on applique les critères de l'accord de Paris et elles sont à la fois décidées à en profiter et puis bien décidées à lutter contre l'inflation. Donc ce système qui se met en place, croyez-moi, la baisse des taux, si elle intervient, ce sera vraiment avec la baïonnette dans le dos des banquiers, mais leur intérêt financier à l'approche de la transition énergétique n'est absolument pas de baisser les taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous devez en déduire pour votre patrimoine? Eh bien, d'abord, une grande crainte, c'est que vous le savez, la France vit aujourd'hui avec un déficit public de pratiquement 200 milliards d'euros par an. On va simplifier à grosse maille. Le budget de la Sécu, c'est 600 milliards par an. Le budget de l'État, c'est grosso modo 500 milliards par an. Et le budget de l'État, c'est 200 milliards de déficit. C'est-à-dire que lorsque l'État dépense 5 euros, il doit en emprunter au moins 2. Enfin, il y en a 2 qui sont financés par de la dette. C'est-à-dire que nous sommes dans un gouffre permanent et, miraculeusement, vous le savez, Bruno Le Maire, j'en ai parlé la semaine dernière, Bruno Le Maire ne parvient pas à baisser les prix. Bruno Le Maire ne parvient pas à baisser les dépenses publiques. Et donc nous sommes face à cette spirale où tout le monde peut spéculer sur le fait que, tôt ou tard, il va y avoir un problème financier qui va se poser aux États.
Ça me conduit à parler de la deuxième partie, de Javier Milei, de son programme libertarien en Argentine, pour vous dire que pour votre patrimoine, anticipez les situations de difficulté des finances publiques et précipitez-vous sur les valeurs refuges tant qu'il est encore temps. Le prix de l'or monte progressivement. J'y reviendrai cette semaine, je ferai une vidéo, je pense, mercredi sur ces questions de conseil patrimoine. Vous pourrez la regarder sur la chaîne Patrimoine YouTube du Courrier des Stratèges. D'ici là, je vous dis quelques mots sur le programme de Javier Milei qui a suscité beaucoup de questions, mais vous le savez, j'ai entamé un cycle sur la monnaie et la liberté monétaire pour expliquer l'importance de cette liberté monétaire qui est préconisée par Javier Milei. Alors, pour tout vous dire, évidemment, Javier Milei a fait l'objet, le nouveau président argentin, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui se réclame du libertarisme, Javier Milei a fait l'objet d'une intense activité de propagande, notamment parmi les influenceurs des réseaux sociaux, qui ne sont pas tous totalement indépendants, croyez-moi. Donc, on a beaucoup dit Javier Milei est un sioniste, c'est un mondialiste, c'est un homme du forum de Davos. En réalité, tout ça repose sur quelques déclarations ou peut-être même une participation de Milei au forum de Davos, mais personne n'en sait rien. Le sujet n'est pas de savoir si Javier Milei est cocaïné ou pas, s'il est sympa ou pas, si on aime Milei ou pas. Le sujet est de savoir ce qu'on peut penser de son programme économique appliqué à un pays qui est aujourd'hui soumis à une inflation de 140% par an et à des taux d'intérêt de plus de 110%. C'est-à-dire une situation que peu de Français accepteraient, puisque vous voyez bien, lorsque l'inflation a officiellement franchi les 5%, on a commencé à entendre tout le monde gémir sur c'est trop dur, on n'y arrive pas. Vous voyez bien qu'avec des taux d'intérêt qui dépassent les 4%, tout le monde hurle en disant l'argent est trop cher. Vous imaginez des taux d'intérêt à 110%, une inflation à 140%, bien entendu, les termes du contrat, si j'ose dire, ne sont plus les mêmes qu'avec la situation économique française actuelle. Donc, Javier Milei propose un programme de liberté monétaire pour combattre l'inflation. Alors, je réexplique pourquoi la liberté monétaire permet de combattre l'inflation. Qu'est-ce que la liberté monétaire? La liberté monétaire, c'est le libre choix de votre monnaie. J'ai commencé un cycle, j'ai fait une première vidéo sur l'État et le contrôle de la monnaie. Regardez-la, je vous explique pourquoi le contrôle de la monnaie par l'État, c'est la dictature, c'est notamment le projet de l'euro numérique. Si on veut échapper à la dictature, il faut défendre le libre choix de la monnaie dans chaque pays. Si vous voulez payer dans la monnaie nationale, vous payez. Si vous voulez payer dans une monnaie étrangère, le franc suisse, le yuan, le rouble, le dollar, eh bien, vous choisissez la monnaie dans laquelle vous voulez payer vos transactions. Si vous voulez que ce soit de l'or, de l'argent ou des crypto-monnaies, ça fait partie de la liberté monétaire. C'est la meilleure façon d'échapper au contrôle des populations par une monnaie numérique telle qu'il se prépare un peu partout dans le monde, y compris en Europe. Javier Milei propose d'anticiper cette phase en laissant aux Argentins le libre choix de leur monnaie. Et concrètement, s'ils veulent payer en dollars plutôt qu'en peso argentin, qui s'effondre chaque jour un peu plus, eh bien Javier Milei leur propose le droit d'utiliser cette liberté monétaire. En quoi ça lutte contre l'inflation? L'inflation, c'est un phénomène très simple. Contrairement à ce qu'on croit, l'inflation, ce n'est pas la hausse des prix. L'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Or, le problème qui se pose en Argentine, c'est que la Banque centrale argentine, que Javier Milei va fermer, la Banque centrale argentine a fabriqué énormément de pesos pour faire face aux immenses dépenses de l'État. Et par ailleurs, à la fuite du peso. Alors pourquoi il y a une fuite du peso? Eh bien, c'est là aussi très simple, c'est le même sujet qu'en France. L'économie argentine produit très peu de produits exportables. En revanche, les Argentins importent beaucoup de produits étrangers. Et donc, les Argentins utilisent leur peso pour se débarrasser de leur peso pour acheter des produits étrangers. Et en échange, personne n'achète de produits en peso. Donc concrètement, le peso ne vaut plus rien. Le peso est une monnaie dont personne ne veut.
Et donc le peso est une monnaie qui s'effondre. Nous aurons le même problème si nous pratiquons le Frexit, que j'appelle de mes voeux, sans réduire fortement le coût du travail et les prélèvements publics. Nous aurons du mal à nous réindustrialiser et donc nous serons une économie importatrice et non une économie exportatrice. Nous serons donc confrontés au même problème que l'Argentine. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, notamment avant l'été, sur ce sujet. Si vous voulez, à votre demande, mettez-le en commentaire, j'en referai sur le même sujet. Donc, aujourd'hui, il y a cette importante question de la liberté monétaire qu'il faut suivre, car nous aurons probablement, le jour venu, nous-mêmes besoin en France d'appliquer cette solution, pour les raisons que je viens de dire. D'abord, nous avons des dépenses publiques qui sont soumises à un effet cliquet, c'est-à-dire qu'elles augmentent sans arrêt et on ne peut jamais les baisser, parce que l'égalité sur tout le territoire, les pauvres services publics dont nous avons besoin, l'État nous protège, et puis on va quand même pas mettre des fonctionnaires au chômage, et puis on va quand même pas fermer des hôpitaux, et puis ceci et puis cela. Toutes ces raisons, toutes ces fausses raisons, hein, expliquent qu'il y a une impossibilité de baisser les dépenses publiques en France. Et le problème, c'est que nous sommes déjà en position où nous sommes obligés d'emprunter chaque année pour faire face à nos dépenses publiques. Nous ne sommes pas dans la même situation qu'en Allemagne, où vous avez vu, Olaf Scholz est au bord de la démission parce que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe lui a interdit d'utiliser, de dépasser les pics, les caps, les plafonds fixés par la loi allemande, notamment la règle d'or allemande qui interdit de s'endetter pour financer les dépenses courantes de l'État. Et donc Olaf Scholz est aujourd'hui confronté à une contrainte de 60 milliards d'euros qu'il doit trouver, et il ne les trouve pas. Le juge constitutionnel allemand a interdit à Olaf Scholz de s'endetter pour financer les besoins de l'État. En France, nous n'avons pas un juge aussi drastique, et donc en France, les dépenses publiques sont à guichet ouvert jusqu'à être essentiellement dépendantes des créanciers, c'est-à-dire de tous ceux qui ont de l'argent, qui prêtent de l'argent à l'État pour lui permettre de payer sa bureaucratie pléthorique, mais qui trouve qu'elle est toujours débordée et qu'il en faut encore créer des emplois. Voilà. Donc nous avons d'un côté ce train de vie de l'État, ce train de vie de la solidarité en France qui n'est plus soutenable parce qu'il est financé à moitié par la dette, et nous avons en même temps une augmentation des taux d'intérêt et un épuisement physique du pays. Les industries sont parties, le pays a du mal à créer de la richesse, mais les impôts ne baissent pas, et donc petit à petit les bonnes volontés s'étiolent. Hein. Comme vous le savez, le Courrier des Stratèges par exemple fait sa levée de fonds, tout le monde m'a dit fais-le à l'étranger, ne t'emmerde plus avec la France, c'est un indice. Voilà. Donc les forces vives du pays s'épuisent, les taux d'intérêt montent, l'argent se fait rare, et pourtant on a besoin de plus en plus d'argent pour faire tourner l'État et pour payer des allocations à des gens qui vous expliquent qu'on est débordé, monsieur, on ne peut plus travailler, on doit rester chez nous. Voilà. Et donc cette situation, vous vous en doutez bien, n'est pas tenable, et nous serons tôt ou tard confrontés à une situation à l'Argentine. Faites attention, regardez la couverture de The Economist qui dit que pour 2024, quand même, il y aura un sujet sur la stabilité monétaire dans le monde. Si ça vous intéresse, j'y reviendrai. Et donc, suivez bien l'actualité, parce que nous sommes à ce moment où les banques centrales refusent de baisser les taux pour plaire au marché, refusent de baisser les taux pour plaire aux dépensiers qui considèrent qu'il faut toujours plus de dépenses publiques et toujours moins de travail et toujours moins d'efforts. Cette situation, tôt ou tard, elle risque de nous rattraper en 2024. Anticipez-la. Je continue cette semaine les capsules assez courtes sur la liberté monétaire. J'essaye de l'illustrer par des flashs de 4-5 minutes pour que ça rentre mieux dans les esprits. Et puis, je ferai une vidéo patrimoine pour vous dire comment faire face à la situation qui s'annonce, la fausse illusion d'une remontée des marchés boursiers et la très forte probabilité de problèmes de dette souveraine dans le monde et notamment en Europe à partir de 2024. L'année 2024 potentiellement sera une année difficile. Retenez ce point, c'est que on avait beaucoup parlé d'une grande crise boursière
En réalité, elle a eu lieu, mais vous n'avez pas vu, c'est le krach obligataire, sur lequel la Banque centrale lance plusieurs avertissements, notamment aux banques. C'est le krach immobilier qui se prépare. 2024 pourrait être une année extrêmement difficile pour les finances publiques. On suit ça, à la semaine prochaine.